Bonjour. 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 Ça va mal se passer ce truc. Bonjour. Mieux. Comme ça. Faut que je tienne comme ça, c'est ça, ça a l'air étrange. Bon, si vous arrêtez de m'écouter, vous me dites, faites un signe, on va se débrouiller. Je suis venu parler de ça. Si tu refais de logiciel à partir de rien, tu refais complètement à partir de rien, et que tu ne changes pas la culture qui a produit ce logiciel de merde, tu vas refaire de logiciel de merde. Ok? Et on essaie de faire une série de talks sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on va parler de systémique. Qui ici j'ai déjà entendu parler de systémique? Ok? Gardez votre main en haut si vous croyez que vous comprenez le systémique. Ok? C'est un sujet magnifique. Donc, on va y revenir. Mais non, commençons déjà pour ça. Tiens. Aujourd'hui, on va parler... Est-ce que vous arrivez tous à lire? Ou est-ce que je monte la police? On monte la police? On monte la police. Alors, où est-ce que je monte la police? Haha. C'est mieux? Mieux? C'est parfait? Ouais? Ouais. Faisons ça. Donc aujourd'hui, au menu, on va parler de Ebola. On va parler de... Est-ce que vous arrivez à lire Ebola? Non, d'accord. Donc il faut que je montre encore la police, c'est ça? Ça, c'était un titre et le truc normal, vous ne lisez pas. Okay. Ah oui, d'accord. Ah, le A, c'était pas, c'est juste pour le truc et c'était pas pour ça. D'accord, ok, bon, c'est la vie. Ça marche ça? C'est mieux? Donc déjà, ok. Très grande invention de mettre les policiers juste pour un truc. Ok. C'était pas le cas avant. Avant, je vais monter le coup. Allô? C'est pas gagné, hein? Là, ça marche? Tout va bien. Donc, on fait comme ça. On va parler d'Ebola. On va parler de panopticon, de panoptique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de panoptique? Ah, mieux. Plus de panoptique que systémique. Donc, on va parler aussi de systémique. Et on va parler de Agile Coaches. Titre dans lequel j'ai déjà été moi-même accusé de l'être. Et donc, je propose qu'on commence par l'Ebola. Ouais. L'Ebola est un prédateur. Et il est un prédateur de la compassion et de la pauvreté humaine. Est-ce que ça fait sens pour vous? Non, aucun. On va commencer par ça, du coup. L'Ebola ne connaît pas le monde être humain. Le virus lui-même n'a probablement pas conscience qu'un être humain existe, certes? Et du coup, comment peut-il être un prédateur de la compassion et de la pauvreté humaine? Il y a combien de personnes qui meurent d'Ebola par an? Ouais, 15 000. Non, 40 000 en fait, grosso modo. Dernière fois que j'ai regardé les chiffres, vous pouvez regarder sur Internet, vous me corrigez. Mais on était dans ces eaux-là. Il y a combien de gens qui sont infectés d'Ebola? Tout le monde qui meurt, certes, mais combien de gens sont infectés d'Ebola pour raison primaire? C'est-à-dire, comment on gagne de l'Ebola qu'on ne prend pas d'un autre être humain? Quelle est la manière qu'on est infecté? Hein? Ah non, oui, ça c'est un autre être humain aussi, même s'il est mort. Oui, certes. euh, euh, c'est ça, aussi. En fait, si on ne prend pas d'un autre être humain, la forme première de prendre l'Ebola, c'est manger de la nourriture, c'est manger de la viande d'animaux sauvages. Ouais. Il y a combien de gens qui prennent l'Ebola comme ça par an?
même pas une centaine en fait. Donc une centaine qui prennent en mangeant d'animaux sauvages. Il y a genre 40 000 qui meurent. Vous voyez la différence? Ouais. Tous les autres, ils ont pris parce qu'ils ont touché des gens qui ont l'Ebola. Et du coup, pourquoi ça les vient l'esprit de toucher quelqu'un qui a l'Ebola? Pour les soigner, pour s'occuper de leur mort, pour des choses comme ça. Des trucs futiles, quoi. Ouais. Donc si on était tous des gros crevards qui étaient capables d'accepter, de laisser mourir les gens de manière atroce, sans s'occuper d'eux, il mourrait par an quelque chose comme une centaine de personnes d'Ebola. Ouais. Comme on n'est pas, il meurt par an quelque chose comme 40 000. Nice. Du coup, l'Ebola est un prédateur de la compassion humaine. Pourquoi il faut toucher? Parce que l'Ebola ne passe pas par l'air. L'Ebola ne passe que par contact avec fluide. Donc pour pouvoir avoir l'Ebola, il faut entrer en contact physique avec quelqu'un qui a eu l'Ebola, n'est-ce pas? Ça a l'air bizarre pour une intro sur la systémique, donc vous allez tout voir, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ça fait 100 infectés versus 40 000 morts, grosso modo. Donc, je vous explique, il y a quelqu'un qui tombe malade, il y a quelqu'un qui va prendre soin de cette personne-là, maintenant il y a 2 malades. Donc il y a quelqu'un qui va prendre soin de ces 2 personnes-là. Maintenant il y a... Voilà. Ainsi de suite. Ouais. Et ça tue beaucoup de monde. Alors, aucun être humain voulait mourir d'Ebola. Enfin, je suppose, en fait. J'imagine bien que dans le lot, il y a bien au moins 1 ou 2 suicidaires, mais on va dire que c'est négligeable. Ouais. Aucun être humain voulait ça au départ. Et aucun virus d'Ebola avait la moindre conscience qu'un être humain existait. Donc on a un système. Le système est composé, tout système est composé d'entités, de relations et d'un but. Ouais, ça vous va? Donc il y a des boîtes, il y a des flèches, il y a un titre. Il y a des entités, il y a des relations entre ces entités, il y a un but. Ça vous va? On est en train de parler à qui ici est dans l'informatique, pardon? Ouais, vous me comprenez. Et du coup, il y a des entités, il y a des relations, il y a un but à tout système. Et donc, les entités de ces systèmes, c'est quoi? Des êtres humains, des malades, c'est une entité du système, des soigneurs, c'est une entité du système, les soigneurs se convertissent en malades, et des virus d'Ebola. Ouais? Est-ce qu'au moins une entité de ce système avait envie de générer 40 000 morts? Non. Ouais? Pourtant, le comportement qui émerge du système est de tuer 40 000 personnes. Ouais? Donc, ce qu'on doit accepter du coup, c'est que tout système a des comportements émergents. Ouais? Des choses que, malgré l'envie de chaque entité, en tant que machine, on a comme comportement. L'objectif du système indiffère aux entités du système. Jusqu'à là, ça va? Pas trop dur pour un matin? Ok. Si on accepte ça, quel est le but de vos organisations? Pardon? Moneymaker. Alors non, voilà. Ça, c'est le but de vos entités. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent. Ouais? Mais quel est le comportement émergent de vos organisations? Alors, regarde, il n'y a pas longtemps que ça, j'avais une équipe. Coucou les gens qui êtes en train de me regarder. J'imagine que vous allez voir cet talk à un moment ou un autre. Je vous aime. J'avais une équipe et cette équipe, elle avait des devs et des testeurs qui formaient 2 équipes différentes. Ouais. Les devs ont arrivé avec moi et m'ont dit, déjà une idée géniale,
Et les devs sont arrivés avec moi et ils m'ont dit Roméo, notre problème, c'est qu'on a trop de bugs. J'ai dit c'est cool. Et du coup, vous voulez réduire votre quantité de bugs, vous voulez travailler votre qualité de code, des choses comme ça. J'ai dit non, mais on a vraiment trop de rapports de bugs, ce qui fait que ça interrompt complètement notre sprint. Ouais. Et, voilà. Et vous trouvez les bugs en prod? Non, non, c'est les testeurs qui trouvent le bug. Je dis bah c'est cool, je veux dire, c'est un peu leur boulot, donc ça veut dire qu'ils font quoi. C'est plutôt sympa. Et ils disent ouais non mais ils trouvent trop de bugs. Je dis, oui. Et ces trop de bugs, ils sont en général en interruption avec ce qu'on est en train de faire dans notre sprint. C'est rien à voir avec ce qu'on est en train de faire dans notre sprint. Je veux dire, il y a peu de chance. Et du coup, ils trouvent des bugs dans vos en prod, quoi. Et ils disent non, 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 non. Ils trouvent des bugs avec ce que les donne à tester. Et je dis ah. Et du coup, si je comprends bien, vous finissez un sprint, vous finissez votre tâche, vous passez à l'équipe de test et vous démarrez un nouveau sprint avec un autre backlog, c'est ça? Ils me disent ouais. Et ces connards de testeurs, après que vous voulez passer un sprint entier de tâches, ils font des tests de ça, et au milieu de votre sprint, ils viennent avec des bugs. C'est ça? Ils disent ouais. Ouais. On a un système. Ouais. Suivez-moi. On a un système. Quelles sont les entités de ce système? Les développeurs et les testeurs. Ouais. Et moi. Il y a toujours moi dans le système. C'est implicite. Il y a des développeurs et il y a des testeurs. Et les développeurs, eux, dans leur machine à eux, dans leur propre système à eux, une entité peut être un système à part entière, n'est-ce pas? C'est fractal. On va arriver sur ça. Donc, je vais écrire une note. C'est fractal. Ouais. Une entité peut être un système. On zoome dedans. Donc l'équipe de dev est un système en soi, l'équipe de testeurs est un système en toi. Tous les deux sont des entités d'un système plus vaste. OK? Jusqu'à là, ça va? OK. Donc, mon équipe de dev, dans leur système, ils sont en train de dire, notre but, c'est de produire du code. Ouais. L'équipe de testeurs sont en train de dire, notre but, c'est de tester du code. L'équipe formée entre les testeurs et les devs ont en théorie, au moins toutes les entités croivent, le but de produire un software. C'est ce qui me disent quand je pose la question, en tout cas. Maintenant, regardez d'extérieur. Quel est le comportement émergent de ce système? Produire des rapports de bugs. Hein? C'est un système, c'est une machine qui ne sert qu'à produire des rapports de bugs. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que vous ne voyez pas? Non? OK. Donc, il y a quelqu'un qui ne le voit pas. Ok, excuse-moi. C'était l'inverse. Donc tout le monde le voit. Donc tu as une machine là qui ne fait que produire des trucs, qui envoie un autre morceau. Ce morceau ne fait qu'envoyer un nouveau. Et ces deux ensemble ne font que des allers-retours avec des choses, n'est-ce pas? Et c'est la machine globale, tout ce qu'elle fait, c'est produire plein de rapports de bugs. Est-ce que une entité quelconque de ce système avait envie de produire plein de rapports de bugs? Non. Ouais. Et pourtant, c'est le comportement émergent du système. Ouais. Du coup, je repose la question. Votre compagnie, votre boîte, quel est le comportement émergent du système? C'est dur comme question. Hein. Faire la sociologie de votre propre boîte n'est pas la chose la plus aisée. Du coup, je vais vous dire ma conclusion actuelle de la plupart des boîtes que je vois. Ça vous va? Spoiler alert de fond de cette keynote. Toute grande entreprise fétichise le contrôle. Alors, aucune entité des entreprises fétichise le contrôle. Peut-être qu'on a un intérêt aux deux, mais statistiquement, personne à l'intérieur des entreprises vraiment fétichise le contrôle de manière personnelle. C'est le comportement qui émerge du système. On pourrait se poser la question de pourquoi.
Mais là, c'est un autre talk. Ouais. C'est juste le constat qu'il fait. Est-ce que quelqu'un ici trouve ce constat bizarre et se dit non, je ne suis pas d'accord? D'accord. Est-ce que quelqu'un ici commence à se dire ah oui, peut-être. Peut-être. Non, toujours pas? On va arriver. On va arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc, aujourd'hui, on va parler de panoptique, n'est-ce pas? On va faire un petit saut et on va revenir vers la systémique, si ça vous va. Ouais? Donc, c'est quoi le panoptique? Bertham. Toujours, j'ai... Ah non, non. Non, non, non. Non, non, je refuse. Donc, Jérémy Bertham. Je vais être un utilitarianiste. Est-ce que vous connaissez les utilitarianistes? Entendu parler? C'est des gens magnifiques qui se disent que le bonheur pourrait être calculé dans une feuille d'Excel. Enfin, non, c'est moi qui les charigne un peu. Je ne suis pas très fan des utilitarianistes, mais en tout cas, à la fois. Les utilitarianistes se disent le but ultime, c'est de maximiser le bonheur. Et du coup, toute action qui augmente le bonheur global, même si localement elle diminue le bonheur de quelqu'un, est une action vertueuse. Ça vous va? Donc, à la base, ça nous semble une idée très cool. Ouais. Le but de maximiser le bonheur, ça veut dire que on peut. Si pour le bonheur global, il faut tuer un mec, voilà. Le moral nous implique qu'il faut tuer un mec. Ouais. Tout va bien? Et du coup, lui, il travaillait beaucoup à la création du bonheur global. Ouais. Et du coup, de manière très logique, comme n'importe qui sensé qui veut travailler à la création du bonheur global, il a créé un système de prison. Donc, on a créé le panoptique. Ce n'est pas une construction comme ça. Je tiens à vous dire, le panoptique n'était pas juste un trait de l'esprit, une idée, une machine qu'on a réfléchi à comment on pourrait créer. Ça a été fait. Il y a des pays, dont le Brésil, qui ont fait des panoptiques. Okay? C'est de la vie réelle. Il y a des vrais gens qui étaient dedans. Donc, le panoptique, c'est cette construction magnifique. Le panoptique, il y a plein de manières de faire un panoptique. Plein. La moins chère, c'est ça. Là, il fait un peu la gueule, mais, parce qu'il est un peu en ruine. La plupart des panoptiques ne sont plus en utilisation, je tiens à dire. Donc, l'idée de panoptique, c'est quoi? Je fais une prison, et mon but, c'est que les prisonniers ne puissent pas voir les gardes, et les gardes puissent voir les prisonniers. Ça vous va? Parfait. Et du coup, pourquoi ça? Quel est le rapport entre ça et le bonheur? On va arriver. Donc, l'idée entière, je vais prendre une photo ici. Voilà, parfait. J'aime moins. L'idée entière, c'est les prisonniers ne peuvent pas voir les gardes et les gardes peuvent voir les prisonniers. Et du coup, les prisonniers vont se comporter. Ils ne savent pas quand ils sont vus. Ils n'ont pas besoin d'avoir de violence sur eux. Ouais. C'est un peu cette idée du... si je mets personne dans un magasin, je mets personne et je te laisse mettre de l'argent pour prendre pendant un certain temps, les gens vont jouer le jeu parce qu'ils se disent qu'il y a une caméra, quelque chose, etc., etc. Bon, après, à un moment, quelqu'un va voler le truc. Mais ça marche pour un temps. Et dans le panoptique, c'est la même chose. On met un garde, on met une tour au milieu. Est-ce qu'il y a une photo avec la tour? On met une tour au milieu. On met des cellules tout autour. C'est la manière moins chère. Et la tour de garde te permet qu'on met le garde au milieu. Les gardes peuvent voir n'importe quel prisonnier. Les prisonniers ne peuvent pas voir les gardes. Du coup, les prisonniers savent qu'ils sont vus, mais ils ne voient pas le garde. Et les gardes ne sont pas en contact physique tout le temps avec les prisonniers. Du coup, on réduit la violence totale. Les prisonniers se comportent. On augmente le bonheur global dans la prison. Et on réduit aussi le nombre de gardes qu'on a besoin. C'est un truc magnifique. Alors, dans l'idée originale de Bertham, les implémentations de panoptique sont toujours. Il y a des gars qui ont des idées géniales, il y a des gens qui font l'implémentation derrière. L'implémentation derrière oublie certains détails. Dans l'idée initiale de Bertham, il y avait
toute une réflexion sur, en fait, qui regarde les gardes, du coup. Et du coup, cette réflexion-là de Bertham a été un peu ignorée. C'est un problème. Et du coup, on a fait plein de prisons comme ça. Il y a quelques temps plus tard, quelques décennies plus tard, il y a un mec très sexy qui s'appelle Foucault. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Philosophe français. Ouais. Foucault, il a écrit un livre magnifique que je vous conseille à tous, qui s'appelle Surveiller et punir. Hein? Ah oui, oui, oui. Surveiller et punir. Et il va parler beaucoup de systémique, il va parler beaucoup de surveillance, de punition, en fait, des moyens de contrôle de l'État sur l'être humain, et des moyens de punition de l'État sur l'être humain, et des moyens de répression de l'État sur l'être humain. C'est un livre dur. Alors, Foucault, il est vraiment un excellent écrivain. Ça, au contraire de plein de philosophes, au contraire de Bourdieu, qu'on peut discuter de lui tout à l'heure, c'est des livres qui sont passionnants à lire d'un point de vue littéraire. Mais c'est un livre très dur à encaisser sur son contenu lui-même. Et Foucault, du coup, va expliquer qu'il y a un petit problème avec Bertham, avec l'idée de Bertham. Ça rend les gens fous. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de l'idée de Foucault de la folie, parce que ça, c'est un autre talk aussi. D'accord? Donc, je vais juste dire ça rend les gens fous. C'est pas exactement ça, c'est moi, lui, et il avait une vision de la folie très précise, et c'est pas le but. Hein? Donc, il expliquait que le panoptique, il se reposait sur 3 piliers. Pilier 1, les prisonniers savent qu'ils sont vus. Ils sont transparents. Pilier 2, les prisonniers ne voient pas les gardes. Donc, les gardes sont opaques. Pilier 3, les prisonniers ne communiquent pas entre eux. Ouais. Tu coupes un de ces 3 piliers, le panoptique ne marche plus. Ouais. Tu gardes ces 3 piliers, tu broies les gens. Du coup, comment il arrive à cette conclusion, Foucault? Du coup, il nous explique. Alors, on va regarder la chose en 3 étapes. Dans une première étape, le prisonnier qui arrive, il se comporte parce que dès qu'il fait une bêtise, il y a un garde qui apparaît. Ouais. Au début, tu as besoin de montrer au prisonnier que le système marche. Dès qu'il fait une bêtise, il y a un garde qui vient, qui apparaît et qui vient de lui dire non. Une fois que le système, dans sa tête, commence à faire du sens, il se dit ok, dès que j'ai fait une bêtise, il y a un garde qui va apparaître. Donc, je suis vu tout le temps. Je suis transparent, il est opaque, mais je suis transparent. Jusqu'à là, ça va? Et donc, un premier niveau, le prisonnier, il obéit parce que il sait que ça arrive quelque chose. Un deuxième niveau, il obéit parce qu'il croit qu'il va arriver quelque chose. Du coup, je peux enlever le garde et le prisonnier continue à se comporter parce qu'il se dit, il y a un garde dans la tour de toute manière. Ouais? Ok? Oui. Quand tu dis le prisonnier se comporte, qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui. Oui, très important. Qu'est-ce que ça veut dire par le prisonnier se comporte? Il ne fait pas les choses qu'on le punirait s'il faisait. Ouais? Je n'ai pas compris. Oui, par exemple, il essaye pas de fuir, il n'essaye pas de faire le feu dans sa... il commence pas à crier, il reste dans son petit coin à être un petit prisonnier modèle. Ouais? Donc le prisonnier, il fait ça. Et du coup, le prisonnier fait ça parce qu'il a peur d'être vu. Ouais? Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, le prisonnier, il commence, comme tout être humain, à un moment, après avoir des mois et des mois et des mois où tu fais ça, il commence à rationaliser son état. Ouais? Donc, c'est humain. Si je te fais vivre quelque chose assez longtemps, tu vas finir pour trouver des justifications pour ce que tu vis. C'est qu'un problème très grave en psychologie. Ouais? Mais tu as tendance à le faire. Tu vois, il y a des gens qui, sous Pol Pot, sont habitués à voir des gens se faire exécuter devant eux tous les jours.
Et à un moment, ils ont réussi à le justifier dans leur tête. Tu parles avec des gens qui sont encore vivants, qui ont vécu ça. Ils vont t'expliquer les justifications qui s'est données. Ouais? Ne dites pas que vous ne ferez pas ça. Vous ferez. C'est humain. Acceptez votre humanité. C'est dur, mais acceptez votre humanité. Et du coup, les prisonniers commencent à justifier leur prison. Et en ce faisant, les prisonniers deviennent leur propre garde. Ouais? Tu viens de changer la tête de ton prisonnier pour qu'il commence à trouver que c'est juste et normal son état et qu'il commence à lui-même à se policier lui-même. Ouais? Et après, aucun être humain est prévu pour être un solitaire à vie et ça te brise complètement. Jusqu'à là, ça va? Ok. Ce qui fait qu'une fois que tu retournes en société, tu es un peu brisé quand même. Ouais? Yay. On ne m'a pas demandé de faire une keynote sympathique pour démarrer la journée à bonne heure. Erreur de leur part. et du coup, une fois qu'on a ça en tête, quel est le rapport avec nous et quel est le rapport avec la systémique? Je ne sais pas moi. Vous avez déjà vu des équipes? Alors, je veux regarder d'un point de vue une équipe en tant qu'un prisonnier. Ouais? C'est un niveau plus macro. Ouais? Les équipes, elles regardent leur manager de manière... Ils sont transparents vers leur manager et les managers sont opaques envers les équipes. Et les équipes ne parlent pas entre elles. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ouais. La différence, c'est qu'elles retournent chez elles le soir. Donc, ce n'est pas un panoptique parfait. C'est une version light. C'est un mini panoptique. Ouais? Les gens retournent chez eux le soir et les gens de confraternisation, ils vont au bar ensemble, des choses comme ça, etc. C'est pas... Au contraire de prisonniers, au moment ça s'arrête un peu, mais ça prend un peu plus d'un tiers de leur vie. Ouais? J'ai été déjà accusé d'être coach plein de fois de ma vie. Et quand j'arrive dans une équipe, il y a une dynamique que je trouve très intéressante, qui est, je suis payé cher à venir faire truc X avec eux. Et la première chose qu'ils me disent quand je dis « Ah, on est ici pour faire truc X », c'est « Non, Roméo, on n'a pas le droit de faire ça ici. » Ils sont leur propre garde. Ils sont conditionnés pour le système pour rationaliser leur situation. Est-ce que ça a du sens pour vous? Ok. Du coup, toute grande société est un panoptique. Toute grande société, par la fétichisation elle-même du contrôle, devient induit chez les gens des comportements qui sont des comportements de rationalisation, d'acceptation et de corroboration du contrôle. Les gens deviennent leur propre garde, leurs propres limites. On devient avec des gens d'autres personnes qui ne veulent que ces gens-là se transforment, que ces gens-là s'ouvrent, qu'ils soient plus heureux, qui ont une vie plus belle. Et les gens se condamnent eux-mêmes à ne pas le faire. Parce que le système les a brouillés. Yeah. Ok. Tout va bien. Une fois qu'on a parlé de panoptique, j'ai combien de temps encore? Ça va? Ça va. On est à moitié plus ou moins. Tout va bien. Une fois que j'ai parlé de panoptique, on va retourner si vous voulez. Parlons de coach agile. Ouais? Parlons de coach agile. Qui ici a déjà été accusé d'être un coach agile? Ok. Des éléments de transformation, de change agents. Ouais? Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces choses magnifiques que sont les jésuites? J'adore leur chapeau. Donc, ce talk n'est pas un bitching sur les jésuites. S'il y a un jésuite dans l'audience, je ne suis pas là en train de dire que vous êtes de la merde. On a fait tous des erreurs dans la vie. Je viens d'un petit pays
que vous avez déjà peut-être entendu parler, appelé le Brésil. Ouais. Je viens d'une zone de ce pays qui est ici, l'Amazonas, qui est grosso modo de la forêt, en fait. De cette ville-là, précisément. Et il y a des choses là-bas qu'on a appelées les Indiens. Vous voyez? Des gens. Déjà entendu parler des Indiens? Il y a un truc très sympa avec les Indiens. C'est ils avaient un mode de vie en Amazonie qui était assez unique pour eux, où leur société, va comprendre, n'était pas capitaliste. Ils n'avaient pas encore compris cette idée de société de consommation ou autre. En fait, dans leur culture, même de manière très profonde, l'idée de travail était l'idée de travailler le moins possible juste pour garantir le confort des gens, de la tribu, quoi. Et leur temps de leisure était la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils étaient très invertis vis-à-vis de nous. L'idée même de passer plus qu'une heure ou deux à travailler dans la journée leur semblait assez bizarre comme idée. Ouais. Voilà, c'est des gens sauvages, qu'on a dit. Et du coup, il y a un autre peuple apparemment civilisé qui est venu visiter Dirkoukou. Et ces gens qui sont venus visiter Dirkoukou, ils avaient une idée en tête qui était génialissime, qu'ils essayaient de convaincre les autres de faire, qui s'appelle l'esclavage. Et ça n'a pas trop marché, en fait. Ils ont eu une difficulté de malade à faire d'esclavage d'Indiens. Parce que, étrangement, ces gens-là, les Indiens, une fois que tu les rendais esclaves, ils avaient tendance bêtement à se laisser mourir. En fait, entre être esclave et mourir, le choix était vite fait pour eux. Donc, ils se laissaient mourir. Et du coup, aucune utilité d'essayer de les rendre esclaves. Yay! Et du coup, à la place, on les a butés. Et on a pris un autre peuple d'un autre coin qu'on a importé pour pouvoir rendre l'esclave parce que c'est des gens qu'on arrivait à rendre esclaves. Ouais. On a appelé ça pendant une époque le commerce triangulaire. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ça rapportait plein de thunes. C'était chouette. Et donc on a continué sur ce status quo de, en fait, les Amérindiens, il faut les buter, et les Noirs, il faut les rendre esclaves. Ouais. Il y a l'Église catholique qui a fait tout un pan sur est-ce qu'ils ont des âmes ou pas, enfin, un truc. Et à ce moment-là, il y a des mecs, ils ont trouvé la solution, tu vois, pour rendre des Indiens esclaves et arrêter de buter des Indiens. On les convertit au catholicisme. Et c'est vrai qu'une fois que les Indiens ont commencé à se dire que s'ils se laissaient mourir et allaient en enfer, bizarrement, il y a un groupe de personnes qui ont réussi à rendre esclaves des Indiens. C'est les Jésuites. Huge advancement. Ouais? Ok. Quel rapport, du coup? Donc, quand j'ai commencé à faire de coaching, je me suis rendu compte d'un truc assez marrant. C'est j'avais l'impression d'arriver sur des gens qui étaient un peu contraints d'être coachés. D'ailleurs, ça a devenu pour moi un point d'honneur de base. Ma première session de coaching à chaque fois était de mettre ça sur la table. C'était de parler de la violence inhérente du fait que quelqu'un les offrait de coaching. C'est un peu comme si votre conjoint ou conjointe, de manière inopinée, sans que vous ayez rien demandé, vous offre un cadeau d'anniversaire, 3 mois à la gym. C'est
Euh, il se pourrait que vous preniez mal. Parce que en fait, le coaching, c'est quelque chose de génial. J'y crois. Je crois au travail de coaching. J'y crois profondément. Et je ne crois pas qu'il y a des choses plus nobles que le travail sur soi. C'est le but de l'être humain. Self-actualization. C'est devenir soi-même ou découvrir soi-même. Du coup, il n'y a rien de plus noble que le travail sur soi. Et du coup, le coaching, le travail qu'on fait chez les psys, des choses comme ça, c'est probablement les choses les plus beaux qu'on puisse faire. Parmi, en tout cas. Mais, ça implique que tu es en train d'essayer de faire un travail sur toi. Ouais. Et si quelqu'un te l'offre, si je te dis un cadeau, je suis très inquiet pour toi, du coup je t'offre des sessions psy. Bah, c'est pas un cadeau en fait. Et la personne qui offre croit bien faire en plus. C'est pas, tu vois, on est dans un système. Ouais. Vous voyez un comportement systémique qui émerge. C'est que cette violence, elle n'est désirée par personne. La personne qui offre, elle a envie de bien faire. Et la personne qui reçoit, c'est bien pour la personne qui reçoit de le faire si elle veut le faire. C'est juste qu'on l'a fait d'une manière que le comportement émergent, c'est une violence continuelle. C'est ballot? Ouais. Ok. Et du coup, j'arrive avec les gens et la première chose que je fais en général, c'est mettre ça sur la table. En fait, le rôle d'un coach, c'est quoi un coach? Je commence à parler de ça. C'est quoi un coach? Un coach. Vous connaissez Usain Bolt? C'est ce mec, il est genre record mondial de toutes les catégories qu'il a déjà couru, n'est-ce pas? Et des fois, le deuxième record mondial aussi. C'est pas que, en fait, aussi. Il y a le record mondial, et des fois en plus le deuxième, et des fois en plus le troisième. Ça fait que le mythique, il était record mondial, personne n'arrivait à le battre, il a réussi à battre son propre record. Il est assez fort. C'est un peu injuste, c'est un peu une catégorie à lui-même, n'est-ce pas? Usain Bolt, il est un coach. Pourquoi, du coup? Tous les sportifs de haut niveau, d'ailleurs, mais Usain Bolt aussi. Pourquoi? Voilà, on l'a dit, pour se dépasser. Parce que, en fait, quand tu es dans le business d'essayer de t'améliorer toi-même, et tout sportif de haut niveau est dans le business de s'améliorer, le dépassement de soi, tu es la pire personne pour t'accompagner. Tu as besoin d'un regard extérieur au moins. Il y a un tennisman, c'était Nadal, non? Nadal, qui a essayé pendant 1 an d'aller sans coach. Il est très vite revenu, en fait. L'être humain a besoin, c'est un animal social, il a besoin d'un regard extérieur pour pouvoir s'améliorer. C'est comme ça que j'explique c'est quoi un coach. Et je lui dis, c'est un truc cool, pourvu que tu sois dans un but de dépassement de soi. Si tu n'es pas, du coup c'est violent. Hein? Et du coup, comment qu'on fait? Et du coup, je mets ça sur la table avec eux en général. C'est ma première session en général. Pourquoi je dis ça? Le coach, normalement, est censé être là pour transformer les gens. En soi, cette envie est une envie de se sentir en contrôle. Une envie de la fétichisation de contrôler les mêmes. Ouais. Il peut être là pour accompagner. Non, accompagner, c'est pas assez contrôler. Il faut qu'il transforme. Et parce que ça fait trop bullshit accompagner. Il n'y a pas de KPI qu'on peut mettre derrière. Parlons de KPI, du coup. Je ne suis pas en train de dire que les KPI sont mauvaises. Hein. Mais oui, elles sont. L'idée entière, c'est quoi? Le coach, il est présent pour changer. Et le système, tout système veut se préserver. Tout système essaye de continuer à être lui-même. Ouais? Le but de tout système est l'autopréservation. Donc, toute grosse entreprise féticise le contrôle et toute grosse entreprise, le système essaye le système monté par l'entreprise et le comportement émergent, c'est essayer de maintenir le status quo. Ouais? Les individus, partie de ce système, veulent autre chose. Ils essayent d'aller contre ce mouvement-là, c'est tout. Et ils sont tous victimes de leur propre comportement.
Et ça a un sens. Ouais, pour comprendre le systémique, il va falloir comprendre les tragedy of commons. Alors, vous voulez me dire, mais tragedy of commons, ça a été créé par un gros raciste qui s'appelle Garrett Hardin. Et du coup, je dirais fuck Garrett Hardin. On fera Tragedy of Commons by Romeo. Donc, la Tragedy of Commons, d'un point de vue interpersonnel, qu'est-ce qui est plus violent? Toucher une statue ou essayer de casser la Mona Lisa avec un marteau? Le marteau. D'un point de vue systémique, lequel des deux est le plus violent? Toucher les statues. Pourquoi? Combien de personnes dans l'histoire du Louvre ont déjà essayé de casser la Mona Lisa avec un marteau? 2. Pas 3, 2. En 800 ans d'histoire, ça arrivait 2 fois. Ouais. La première, on a empêché le mec avant qu'il puisse s'approcher. Et on a mis directement la Mona Lisa derrière une protection anti-balle. Ouais. La deuxième, le type a réussi à frapper, notre type a réussi à frapper la protection anti-balle, il s'est rendu compte qu'elle était aussi anti-marteau. Et, ça arrivait 2 fois. Ouais. D'un point de vue vécu interpersonnel, c'est traumatisant, c'est violent. Essayer de voir quelqu'un qui essaie de tuer un morceau d'histoire avec un marteau, c'est dur. Ouais. Et voir quelqu'un qui juste touche une statue, d'un point de vue interpersonnel, c'est pas dur. Ouais. C'est juste quelqu'un qui touche une statue. Ça donne envie. Moi, je n'arrive pas à voir une seule œuvre de Calder sans qu'un morceau de mon être qui n'a pas une envie profonde de bouger un peu le... Vous connaissez l'œuvre Calder? Je veux dire, les mobiles, quoi. Chaque fois que je regarde ça, j'ai envie de le toucher. Je ne touche pas, mais il y a une envie. Donc, interpersonnellement, je comprends la personne qui le fait. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est qu'on en a tous envie. Et quand on a des millions à avoir envie de faire la même chose, un petit geste répété des millions de fois devient un grand geste. Ouais. Il y a un comportement systémique qui émerge. Quand il y a 2 mecs en 800 ans qui essayent de faire un truc, systémique, d'un point de vue système, d'un point de vue sociologique, c'est pas un grand effet. C'est pas grand-chose. Quand il y a des millions de personnes qui essayent, si chaque personne qui essaie de toucher une statue dans le Louvre, on le laissait toucher les statues, à la fin d'un an, vu le nombre de visites au Louvre, on aurait une érosion de statues gigantesque. Ouais. Chaque personne qui essaie de détruire, si on enlevait complètement les gardes du Louvre, on laissait détruire les gens au marteau, la probabilité que ça arrive vraiment, elle n'est pas si grande que ça. Déjà parce qu'il n'y a pas grand monde qui a envie. Et deuxième, parce qu'il y a une probabilité non négligeable qu'il y a des gens à côté qui l'empêchent. Ouais. Mais par contre, si on le laisse juste toucher des statues, il n'y a plus de statues d'un peu de temps après. Un geste qui, d'un point de vue individuel, semble anodin, d'un point de vue systémique, peut être hautement violent. Et un geste qui, d'un point de vue individuel, ne semble pas violent, semble violent, peut, d'un point de vue systémique, être négligeable. Et c'est pour ça que le racisme et le sexisme n'est pas la personne qui crie dans la télévision. C'est aussi ça. Mais c'est surtout les gestes de tous les jours que vous avez, tous, notre société tout entière. Ouais. Et avec ça en tête, quand vous regardez le système créé par votre boîte, quel est le rôle du coach du coup qui émerge? Je vous laisse venir, faire un lien entre tout ce que je suis en train de dire là. C'est dans le titre de talk aussi. Hein? Donc, donner un marteau. On va commencer par ça du coup. Donner un marteau. J'ai cru, hein, j'ai passé un certain temps à me dire, je suis là, on me paye pour changer la vie des gens, mais on me paye pour qu'ils conforment d'une certaine manière. On me dit, Roméo, il faut que tu transformes de cette manière-là, il faut qu'ils suivent tel processus. Et je dis, fuck it.
Vraiment, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, fuck it. Ce qui me semble important, c'est distribuer des armes. Ouais. C'est une forme de colonialisme en soi. Ouais. Sachez-le. Je n'avais pas conscience, mais c'est une forme de colonialisme en soi. En gros, il y a des gens, ils me payent pour transformer les gens là-bas. Ouais. Les petits peuples. Ouais. Il y a par exemple des Portugais qui me payent pour transformer les Amérindiens. Ouais. Et il y a d'autres personnes, ils savent que je crois au fond de ma religion à moi. Et du coup, ils savent qu'ils ne peuvent pas me demander de frapper les Amérindiens. Ça n'arrivera pas. Ouais. Donc, il y a d'autres personnes qui les frappent à ma place. C'est leur manager. Ouais. On a un système qui est complexe. C'est pas... Ils savent qu'on ne peut pas donner à un coach le rôle d'être directement la personne qui va foutre de baffe à l'autre. Donc le coach, il est là pour être le jésuite, pour convaincre l'autre de devenir esclave. Alors, alors, est-ce que c'est des gros méchants qui font ça? Non, 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 c'est ça qui est drôle. Il n'y a pas d'Illuminati. Je vais écrire ça. Il n'a pas de Illuminati. Alors, pour ça, il y a quelque chose que j'aurais dû dire au départ. Bonjour. Je m'appelle Roméo Moura. Vous pouvez me trouver sur Internet, sur Twitter, Malk Zamev. Je suis au BCG. Et j'ai fait une petite conférence que vous devez tous aller, qui s'appelle Newcraft. Il y a Newcraft Bordeaux d'ailleurs. Et il se trouve que qu'est-ce qui arrivait, c'est pas un gros méchant là-haut qui décide qu'il va faire tout ça. C'est un comportement systémique qui émerge. Vous êtes partie d'un système, donc vous êtes connivant avec ce système, tous. Et donc moi j'étais là à dire, on me demande de le faire conformer, fuck this shit, je vais les faire rébeller, j'essaie d'éveiller l'esprit des gens. Ouais. Je vais leur donner des armes, je vais devenir un cachette, une espèce de contre-révolutionnaire. Ouais. Et je me suis rendu compte déjà que les gens n'avaient pas très envie de le faire. Je trouve ça étrange. Et c'était dur. B, le système s'en foutait. Ça veut dire que j'ai commencé à faire chaque fois des changements, chaque fois plus osés. Chaque fois plus osés, chaque fois plus osés, chaque fois plus osés. Dans une compagnie dont je ne citerai pas le nom, mais c'est une banque rouge et noire, avec des gens qui avaient des problèmes pour convaincre de pouvoir aller en conférence tout court. C'était dur pour eux, de juste avoir la validation de le faire venir dans quelque chose comme ça. J'ai organisé en interne une conférence, je suis venu faire des speakers dans tous les sens. J'ai eu la permission de personne. Plein de gens me demandaient comment tu as réussi à convaincre tous ces gens, le manager de tous ces gens-là, de le permettre de venir à la conférence la journée entière. Et j'ai dit, je n'ai pas essayé. J'ai envoyé des invites de réunions à chaque personne pour chaque conf. Et ils n'avaient pas le droit d'aller en conférence, mais visiblement, ils avaient le droit d'aller à réunion. Et c'est des choses que je faisais tout le temps, en fait. J'étais chaque fois plus osé de ma connerie. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que le système est parfaitement capable d'embrasser un clown. Le système s'adapte à ça. Tu ne changeras pas le système, juste en essayant d'être le révolutionnaire au sein du système qui essaie de lutter contre. Il s'adapte au fait qu'il y a un clown. Personne n'a essayé de me virer. Personne n'a essayé de se rébeller contre moi. Personne n'a trouvé que ça c'était bizarre. C'était possible pour Roméo. Et du coup, ce que j'avais, en fait, c'était un grand tas de privilèges. Yeah.
Euh, et c'est sympa, hein, si vous, dans votre vie, ce que vous voulez, c'est juste avoir un grand privilège et faire mumuse pendant qu'il y a plein de gens qui souffrent, vous pouvez essayer de faire ce que j'ai fait. Ça marche. Je ne vous conseille pas. L'envie en soi déjà. Donc, il n'y a pas d'Illuminati. Chaque niveau de hiérarchie d'une boîte est en train de souffrir du même système que j'ai décrit, à leur niveau. Chacun est en train de se faire, essayer de faire au mieux pour les gens plus en bas qu'eux, et essayer de souffrir de ce qui arrive en d'eux, jusqu'au niveau le plus haut de la boîte. La conclusion que j'avais la première fois où j'ai fait ce talk, c'est qu'on n'arriverait pas à changer une boîte tant qu'on ne commencerait pas à changer tous les étages de la boîte ensemble, et tous les morceaux de la boîte ensemble. On ne changerait pas le système en changeant un morceau de système, et surtout pas juste en essayant de changer le morceau tout en bas du système qui se fait oppresser par tous les autres. Et c'était un problème parce que la conclusion que j'arrivais à l'époque, c'est il se trouve que j'arrive à parler au PDG. J'essayais. Hein. J'ai monté, j'arrivais à parler au PDG des grosses boîtes. Il me serrait ma main. On arrivait peut-être, le groupe de coach allait faire descendre, faire un hackathon et prendre un t-shirt et à coder deux trucs et prendre une photo. Mais vraiment se faire suivre, ça c'était plus dur. Et c'est pas que ces gens-là ont de pouvoir, en fait, ils n'ont pas. Ils ont bien moins de pouvoir qu'ils croient. Et en fait, c'est là où vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez de pouvoir chacun individuellement. Un grand chef n'arrive pas à ordonner un changement, à dire changez tous comme ça. C'est pas possible. Mais ils arrivent à être un blocage à la transformation gigantesque. Et du coup, une force de maintien de status quo gigantesque, parce qu'il y a beaucoup de pouvoir mis sur eux, dans la tête des gens. C'est quoi le pouvoir, du coup? Je suis contre la définition que mon ami JB a donnée hier de pouvoir, et je dirais que le seul pouvoir, c'est l'influence. Et ce qu'il a décrit hier, c'est le contrôle. Les moyens de contrôle versus les moyens de pouvoir, n'est-ce pas? Tout président de pays, par exemple Macron, il a les moyens de contrôle et il y a du pouvoir. C'est deux choses différentes, pour moi. J'aurais défini le moyen de contrôle comme l'armée, la police, les télévisions, les médias, sa patte, des choses comme ça. C'est des moyens de contrôle. Et j'aurais organisé les moyens de pouvoir comme étant le fait qu'il n'y a pas, en ce moment, 20% de la population qui veut le couper sa tête. Ouais. Grosso modo, il a réussi à vous convaincre tous que ça ne valait pas la peine. Ouais. Ça, c'est son pouvoir. Ouais. À partir du moment que ça, ce n'est plus vrai, les moyens de contrôle n'empêcheront pas de perdre sa tête. On est d'accord? Je sais ça parce que dans l'histoire de l'humanité, plein de fois, ça a eu lieu. Ici aussi. Et du coup, les moyens de contrôle sont finalement très finis. Les moyens de pouvoir, eux, c'est l'influence. Si j'accepte ça, tout pouvoir que votre hiérarchie a sur vous, c'est un pouvoir que vous donnez à votre hiérarchie. Si j'accepte ça, je ne vais pas entrer dans le... Il y a un monsieur de la Boétie qui a fait un petit traité sur la servitude volontaire. C'est un gros con, mais ça vaut le coup d'être lu. Ce que j'essaie de vous dire est, votre rôle actuel dans la société en tant qu'agent de transformation, pas voulu par aucune entité du système, mais finalement, de ce que je comprends, émergent de ce système, est un rôle de jésuite. Ouais? Un rôle de apaiser la masse pour que la masse puisse être corroborée par le système, tout en lui donnant l'illusion d'aller mieux. Ce rôle lui-même est changeable. Mais pour le changer, il faut s'intéresser à changer la boîte entière et changer aussi les gens qui vous payent. Et vous vous sentez impuissant pour le faire. Et c'est ça que j'ai commencé un projet pour. C'est devenu ma nouvelle carrière depuis 1 an et demi. Essayer de faire ça. Et on peut discuter de ça si vous voulez. Et le but pour moi,
elles comprennent conscience de système. Parce que chaque entité de ce système n'a pas envie de ce comportement, et comme chaque entité n'a pas envie de ce comportement, chaque entité en souffre de ce comportement. On est plein de victimes en train de se victimiser ensemble. Et en train de regarder quelqu'un d'autre et de condamner comme coupable. Il n'y a pas un seul être humain dans le système qui a envie de ce comportement-là. Et vous pouvez du coup le changer. Mais pour ça, vous avez besoin de vous indigner. Et c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Qui a besoin de whisky? Non, ça va quand même? Oui. Ah oui. Donc, il y a un détail pour avoir de l'impact sur les PDG de grosses boîtes. Ouais. Alors, un impact possible, c'est on quitte les grosses boîtes. Ça, c'est une voie. C'est pas la mienne, mais c'est une voie. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes plus petites dans lesquelles on peut avoir impact sur les PDG. Ouais. Mais si on essaie de viser le CAC 40, quelque part, la seule manière réaliste d'avoir de l'impact, c'est venir avec l'appui des boîtes qui ont un impact sur eux. C'est un cercle très fermé. Ouais. Et du coup, il y a 3 ou 6, ça dépend de comment tu comptes. Vous connaissez ces boîtes peut-être. Il y a BCG, il y a McKinsey, il y a Bain, il y a... ça, c'est les 3 grands, là-haut. Et après, à un autre level, c'est compliqué. Je dirais, il y a celle-là, et il y a EY, PwC et Accenture. Ouais. Grosso modo, il y a ces 3 à 6 boîtes-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont une espèce d'oligopole de la vraie attention de fond des décideurs du CAC 40. Alors, c'est pas essentiel la transformation. C'est essentiel la transformation, mais c'est pas la transformation entière. C'est pas parce que tu arrives à les impacter que tu arrives à transformer quelque chose. Ouais. Mais il faut au moins trouver un moyen de faire un deal avec ces gens-là pour pouvoir avoir accès correctement aux autres et avoir à transformer de manière un peu plus vaste. Et quand j'ai donné ces talks il y a quelques ans, il y a une de ces boîtes qui a vu le talk, qui a dit « Let's try ». Et c'est ça que j'ai commencé à faire. On est au début, mais on essaye. On essaye. Une autre question quelconque? Non, tout système... c'était un peu trop rapide, ça. J'ai dit but, mais c'était pour faire rapide. Tout système a tendance d'arriver à un point d'équilibre, en fait. Et il se maintient. Ce système est là, c'est qu'il y a son point d'équilibre est son status quo. Ouais. C'est qu'il changer de ça demande plus d'énergie que l'énergie actuelle. Ouais. C'est un peu... Vous avez déjà vu Kinevin? Non. Regardez Kinevin. Il y a le talk d'Elizabeth Keogh sur le sujet. Un bijou. Regardez Kinevin. OK. Oui. Comment ça s'écrit pour que je puisse le... C'est CYNEFIN. Ouais, c'est un nom de merde. C'est gallois. C'est gallois.